Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation au comité d'organisation, spécialement à Marc pour son invitation. Alors, après cette diapo un petit peu dure, je vais essayer de remettre un petit peu de légèreté quand même pour qu'on sourie un petit peu. Et donc de revenir sur notre sujet et dans un domaine un petit peu particulier. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, alors c'est bien comme ça va me pouvoir me permettre de passer un petit peu plus de temps sur le cas spécifique du luxe qui a déjà été évoqué. En termes d'outils, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Alors, bon, bien sûr, ça va être rapide parce que vous êtes sensibilisés et initiés à ça. La France est, je ne vais pas dire le pays du luxe, mais peut-être un des pays du luxe et un des principaux. C'est un domaine dans lequel nos exportations sont importantes, où la balance est excédentaire, donc c'est suffisamment rare pour quand même le mentionner. C'est un véritable fleuron. Bon, je ne vais pas citer de marque, mais on connaît tous ces grandes marques du luxe françaises qui s'exportent de partout. C'est aussi un des rares cas de figure où l'image, le Made in France, est important. Et donc qui peut expliquer aussi, et donc peut-être que cette réindustrialisation est possible, qu'on revienne fabriquer, qu'il est important de produire en France. Alors, on connaît ce luxe à la française qui est très souvent lié à une très haute qualité de produit. Et qualité de produit, finalement, si on veut simplifier un petit peu les choses, qu'on peut dissocier sur la qualité des matières premières et puis la qualité du savoir-faire, des pratiques qui sont issues d'une très grande expertise. Alors, c'est un domaine dans lequel ces fraudes, alors je ne vais pas dire qu'on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas faire de comparaison, mais sont extrêmement délétères parce que l'image du luxe est importante. On va se séparer là encore, je sais que j'achète un faux sac d'une grande marque à un prix très faible, donc je m'attends à avoir la qualité du prix que je mets. Donc l'image de la marque, dans ce cas-là, c'est une perte économique, mais l'image n'est pas entachée. Par contre, je pense acheter ce produit à un prix encore plus important, parce que là, je me fais vraiment avoir, et la qualité n'est pas là, et donc ce que je vais ensuite communiquer, c'est que, en fin de compte, on achète quelque chose très cher qui n'est pas qualitatif. Donc, problème économique, mais aussi de très gros problèmes d'image. Donc, lutter contre ces fraudes, c'est important. Alors bon, là, c'est un petit peu récurrent avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur ces domaines d'activité. J'ai juste entouré les domaines du luxe, parce que ça a été présenté tout à l'heure. Plusieurs domaines d'activité font l'objet de fraude, et le luxe est quand même bien attaqué, et on comprend pourquoi, en termes de retombées économiques et de plus-value, même un petit peu rapide. Alors, j'aime bien, moi, l'histoire. Tout ça, bien sûr, n'est pas récent. Certaines fraudes historiques, vous voyez, si on fait un petit peu d'étymologie, un petit peu d'études d'un certain nombre de nos expressions, vous voyez qu'on fraudait déjà à l'Antiquité avec des aliments, et c'est même resté dans notre vocabulaire courant. Peut-être que certains d'entre vous ne le savez pas, mais l'expression mi-figue, mi-raisin vient comme ça d'une de ces fraudes où au final on pensait acheter un produit plus cher qui était coupé avec un autre. Donc là ça fait référence avec la présentation de Frédéric tout à l'heure, et donc c'est resté dans notre langage. Alors c'est sûr que ce phénomène s'est amplifié au cours du temps, et puis bien sûr avec le niveau de vie, surtout dans le luxe. Tout le monde ne peut pas se permettre d'investir, d'acheter des produits luxueux, donc forcément ces fraudes-là se sont développées ces 100, 200 dernières années, et encore plus ces dernières années dans un domaine de société de consommation un petit peu à outrance, et donc forcément ça s'est fortement développé. Alors, les définitions, on les a vues aussi. Il y en a peut-être une sur laquelle je reviendrai un petit peu, qui est cette notion d'adultération. Parce qu'on a évoqué, bien sûr, la fraude
vers le consommateur. Mais ça a été aussi évoqué, et je passerai un petit peu plus de temps, mais il y a aussi une fraude importante entre acteurs industriels. Son fournisseur de matières premières qui fournit quelque chose qui n'était pas prévu. Et c'est vrai que, alors forcément, de par mon expertise, je vais surtout vous parler d'un exemple qui est le parfum. Dans ce domaine-là, de la parfumerie qu'on peut étendre à la cosmétique, ça a été évoqué, la naturalité est un enjeu, un fort développement. Aujourd'hui, les produits naturels sont plébiscités par un grand nombre de consommateurs. C'est des produits qui peuvent coûter très cher. On verra quelques exemples. Et donc, c'est vrai que ça peut être très tentant dans ce qu'on appelle cette supply chain, donc toute cette chaîne de valeur des producteurs d'une denrée qui vient de très très loin pour arriver jusqu'à nos entreprises qui vont fabriquer, formuler les produits, et de rajouter quelque chose, de modifier, de changer l'étiquette, de changer une origine. Et donc là, ce n'est pas le consommateur qui est visé, c'est vraiment l'entreprise et les entreprises entre elles. Donc cette notion d'adultération, elle arrive fréquemment. Alors, il est évident aussi qu'il y a une autre notion qu'il ne faut pas mélanger, c'est la notion de non-conformité. Des fois, on confond, on l'a vu tout à l'heure, alors c'est sûr que nous, on a moins cette difficulté de conditionnel ou pas. On peut se permettre des fois plus d'utiliser le conditionnel, puisqu'on n'est pas, en tout cas, on n'a pas ces objectifs-là. Mais dans certains cas, il peut y avoir quelque chose qui paraît surprenant, mais qui ne l'est pas avec une volonté intentionnelle. C'est juste ce qu'on appelle un non-conforme. Il y a eu un problème quelque part dans la fabrication, une erreur à un moment, mais là, il n'y avait pas une volonté de flouer le consommateur ou une entreprise. C'est quand même, alors c'est un problème qu'il faut traiter, mais ce n'est pas le même genre de problème. Alors, quand on parle d'outils, je prends souvent ces images quand je fais des présentations ou qu'on fait ce genre de sujet avec les étudiants. On l'a aussi évoqué. Aujourd'hui, ce que va disposer la chimie est énorme. On a un nombre d'outils énorme. Alors, oui, c'est très fréquent qu'on doive utiliser plusieurs techniques. Aujourd'hui, la mise en évidence de l'adultération, ça peut coûter moins d'1 centime, et même bien moins qu'1 centime sur une mesure, je donnerai l'exemple tout à l'heure, jusqu'à des équipements à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros pour arriver à donner une réponse. Donc on a vraiment un portfolio d'équipements pour réaliser ces analyses. Mais comme ça a été dit, c'est des vrais réseaux. C'est des gens qui sont aussi intelligents. Donc dans nos labos, il y a des gens qui sont très brillants, très intelligents, avec des stratégies analytiques qui progressent de plus en plus. Et oui, mais le problème, c'est que de l'autre côté, il y a aussi des gens brillants, alors qui sont en plus mieux payés, alors peut-être que ça motive encore plus. Le risque est plus important aussi, mais qui savent aussi s'adapter aux développements qui ont été réalisés. Alors moi, je prends souvent l'exemple de la lutte contre le dopage dans le sport, autre fléau. C'est sûr que les gens qui développent des pratiques de dopage s'enrichissent des méthodes qui permettent de mettre en évidence ces pratiques de dopage et arrivent à développer des subterfuges. Et c'est vrai que ce qui a été évoqué tout à l'heure finalement de la contrainte économique, quand à un moment, pour arriver à surpasser les méthodes qui sont développées, il faut tellement investir, c'est là que les escrocs, les mafias vont se dire il vaut mieux peut-être aller faire autre chose, trouver un autre produit, puis il y en a beaucoup, que de continuer dans cette voie-là. Mais on est vraiment ce petit jeu du chat et de la souris, ça progresse, et puis de l'autre côté, ça progresse. Alors aujourd'hui, là encore, on l'a évoqué, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des fraudes où on se dit ils sont forts quand même. Et puis après, il y en a où, on revient sur l'étiquette de la bouteille de vin de tout à l'heure, où quand même ils sont gonflés de faire ça, quoi. Donc on va tout retrouver. Alors, pour revenir sur le sujet du parfum comme exemple, parce qu'on reverra après d'autres exemples, on va quand même rentrer un petit peu dans le produit, parce que là, on va pouvoir se permettre de décortiquer ces parfums de parfumerie fine, fleuron français, la France, grand pays du parfum. C'est un produit qui est très particulier, on verra après pourquoi, et avec une adaptation des fraudes avec la particularité. Alors, pour faire simple, un parfum, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un concentré ou un jus, qui est une association d'ingrédients odorants
qui peuvent être des extraits naturels, des huiles essentielles, des extraits solvants qu'on appelle résinoïdes absolus, qui eux-mêmes contiennent des centaines de constituants, et également des substances de synthèse, qu'elles soient inspirées de la nature ou 100% artificielles. Et c'est vraiment la magie du parfumeur et le côté un petit peu artistique qui va composer avec toutes ces matières premières pour arriver à faire son parfum, donc son concentré, qui va ensuite diluer dans de l'alcool pour faire ces parfums alcooliques que vous connaissez tous et qui coûtent quand même relativement cher. Bon, le prix matière première est assez faible finalement par rapport au prix final, on pourra peut-être le réévoquer. Avec un certain nombre d'additifs dans certains cas, un colorant, antioxydants pour protéger certaines matières, mais voilà ce que c'est un parfum aujourd'hui. Alors, c'est une parfumerie qui est, bien sûr, cette parfumerie de luxe, cette parfumerie alcoolique, parce qu'il y a d'autres parfums qu'on va retrouver dans plein d'autres produits, mais qui sont moins soumis à des fraudes. C'est donc une parfumerie qui est souvent fraudée, souvent copiée. On verra un petit peu quelques exemples. Et il y a quand même une notion qui est importante, et on voit que la notion de cas par cas, c'est qu'il faut comprendre que la difficulté par rapport à un médicament qu'on a vu tout à l'heure, un parfum ne se brevette pas. On ne peut pas protéger une formule de parfum. On peut protéger une matière première. Je synthétise un nouvel odorant qui n'est pas connu. Ça, je peux déposer un brevet en disant, voilà, cette molécule, elle a des propriétés olfactives intéressantes, je la protège par un brevet, avec les complexités qui peuvent venir avec. Mais par contre, une composition olfactive ne peut pas être brevetée. Et derrière, vous allez voir que l'humain est malin, et donc sur ce sujet-là, il a su un petit peu surfer avec la ligne de crête et à faire de vraies fraudes qu'on va voir, et puis des fraudes un petit peu plus subtiles où il se fait moins attaquer. Alors, à quoi sont soumis ces produits ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord toutes les fraudes sur les matières premières. Il y a des matières premières qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo. Et dans ces matières premières-là, il y a des composés. Rajouter un produit qui coûte 20 ou 30 $ le kilo dans un produit qui en vaut 30 000, on a rajouté 30 ou 40% de masse. Je vous laisse calculer la plus-value qu'on a fait. Donc, il y a ces problématiques sur les matières premières. Il y a, bien sûr, d'autres matières premières qu'on peut utiliser, et puis les fameuses contrefaçons, les fameuses copies plus ou moins subtiles, et on verra là aussi que dans les copies, il peut tout y avoir. Aujourd'hui, je peux m'inspirer d'un grand parfum, mais si je ne donne pas la correspondance, c'est-à-dire que si je laisse le consommateur sentir et dire tiens, c'est le même que celui-là, et que je n'ai pas le même packaging, pas le même nom, aucune référence au produit copié, je suis intouchable. Alors on verra que ce n'est pas si simple que ça pour ceux qui en font le négoce. Donc, il y a pas mal de stratégies. Bon, alors, ça, je vous l'ai déjà dit, quelques exemples. Vous voyez que les matières premières, attention, il ne faut pas résumer en disant qu'elles sont toutes très chères. Il y a des matières premières qui coûtent quelques euros le kilo. Mais par contre, on va en retrouver de l'agarwood, du beurre d'iris, un certain nombre à plusieurs milliers, de l'huile essentielle de rose, c'est plusieurs milliers d'euros le kilo, et certaines même plusieurs dizaines de milliers d'euros le kilo. Donc, de changer un petit peu une étiquette, on verra des exemples d'origine géographique. Entre un jasmin de Grasse et un jasmin d'Égypte, il y a 1 x 4 x 5 x 10 dans certains cas. Si juste je mets en dessous de l'étiquette, je barre un pays, je mets un autre, je n'ai pas gagné la même somme. Alors, les adultérations, elles sont nombreuses. Bien sûr, il y a l'économie qui est souvent mis en avant. On veut gagner plus d'argent, mais pas que. Là aussi, très souvent, on veut résumer, simplifier les situations. Dans certains cas, on est amené à frauder, adultérer, juste pour pouvoir assurer une commande, parce que le client veut 500 kilos et qu'on en a produit que 400. Et donc là, on va frauder, mais pas avec une envie débordante, mais juste pour garder son client. Donc, il y a quand même plusieurs raisons en dehors du développement économique, donc il faut faire attention de ne pas trop simplifier, de ne pas trop résumer. La notion de naturalité est capitale, on l'a évoqué. Les produits naturels, peut-être qu'on pourra en débattre après, mais ça mériterait une journée entière de débat sur ces notions de naturalité et de la plus-value que ça peut apporter. Mais aujourd'hui, c'est important.
Et c'est vrai que, globalement, la chimie de synthèse amène des ingrédients à des prix beaucoup moins importants que le naturel. Et donc, une grosse adultération dans la parfumerie, c'est de substituer, de rajouter du synthétique au naturel. Pour faire simple, hein, pour retenir, aujourd'hui, la notion de naturalité, elle est réglementaire. Hein, parce que si on utilise le bon sens scientifique pour comprendre le naturel, on va voir qu'on va avoir un peu du mal. Hein. Et donc, le réglementaire, en gros, pour qu'un produit soit naturel, c'est la ressource issue de la biomasse, donc pas de matière première d'origine fossile, et des procédés physiques ou microbiologiques pour transformer la matière. Ce qui, pour le consommateur, des fois, pourrait être un petit peu surprenant. La vanilline naturelle, pour beaucoup de consommateurs, ça vient de la gousse de vanille, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a quand même des choses particulières, mais cette notion de naturalité est importante. Et comme elle est réglementaire, ben, elle peut changer d'un territoire à l'autre. Un produit peut être naturel aux US, mais pas chez nous. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Donc, les méthodes d'adultération, de fraude sont très nombreuses, plus ou moins subtiles. C'est rajouter des choses qui coûtent cher, qui coûtent pas cher dans quelque chose qui coûte cher, substituer un ingrédient par un autre de synthèse. L'humain a une... Là aussi, hein, dans le domaine de la recherche, on voit des gens très brillants qui ont plein d'idées. Ben, dans le domaine de la fraude aussi, il y a des gens très brillants qui ont plein d'idées, qui arrivent à trouver plein de choses. Alors, les techniques, hein, on l'a vu, forcément, quand on s'intéresse à des parfums, on est sur des mélanges extrêmement complexes. Donc, dans l'armada des techniques, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, on a des prouesses analytiques, et c'est vrai que la grande technique d'analyse des parfums, c'est la chromatographie en phase gazeuse, qui est la méthode qui permet de caractériser les substances volatiles. Donc aujourd'hui, la chromatographie en phase gazeuse, c'est un des outils assez importants hein, pour identifier et mettre en évidence des fraudes, en particulier les grossières, hein, quand il y a un marqueur, c'est-à-dire qu'on rajoute quelque chose de synthèse qui a un coproduit qui n'est présent que dans la molécule de synthèse. Bon, ben, il suffit juste d'identifier ce marqueur, hein, le cinnamaldéhyde de synthèse, l'odeur de cannelle, il a un sous-produit qui n'est dû qu'à la synthèse. Si on le met en évidence, c'est qu'on a rajouté un produit de synthèse. Donc il y a des choses qui sont quand même globalement faciles. Alors, ce qui est beaucoup utilisé sur les fraudes dans les parfums, c'est la chromatographie chirale. Hein, donc, vous connaissez hein, ces composés qui ont une particularité, qui sont toutes les mêmes propriétés physiques, à part une seule, c'est de dévier de façon différente la lumière polarisée, qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Je crois que j'ai un exemple juste après. Ah non, bon, je ne sais pas revenir en arrière. Bon, je reviendrai sur le sujet tout à l'heure. Donc la chromatographie chirale est très utilisée. On va voir un exemple après, mais pas que. Donc vous voyez là un exemple qui est tout simple hein, pour mettre en évidence une adultération, une huile essentielle de santal, dans lequel on a rajouté un solvant non volatile. Alors on pourrait se laisser méprendre, hein, si on suit un petit peu les normes, on peut se faire avoir, parce que vous voyez que les profils sont les mêmes. Puisque le solvant non volatile qui est ajouté n'élu pas, on ne le voit pas dans l'analyse, donc on voit le même profil. Par contre, si on regarde l'abondance, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Alors quand je vous parlais de petits tests tout simples, hein, bon, ben, une test à moins d'1 centime l'analyse, pour voir si une huile essentielle a été adultérée par quelque chose de non volatile, en particulier une huile végétale, c'est le test du papier buvard. Une petite goutte sur un papier buvard, vous attendez un peu, l'huile essentielle c'est des composés volatiles, si tout s'évapore, pas de souci, si vous avez une belle tache grasse, c'est qu'il y avait de l'huile végétale dedans. Donc vous voyez que des fois les tests peuvent ne pas coûter bien cher. Donc voilà hein, l'exemple hein, de la chromatochirale. Hein, dans la nature, et donc les huiles essentielles sont des produits naturels, les composés sont fabriqués par une cascade hein, de mécanismes enzymatiques qui très souvent vont fabriquer plutôt un énantiomère que l'autre. Et donc on peut comme ça arriver à remonter sur la bonne quantité d'un énantiomère par rapport à l'autre, puisqu'après il suffit juste d'avoir les références pour pouvoir le faire. Et vous voyez qu'ici, c'est de l'huile essentielle de cardamome. Donc tout le monde connaît la cardamome si vous êtes amateur de cuisine indienne. L'huile essentielle est très utilisée hein, dans pas mal de parfums. Et donc on voit hein, une distribution énantiomérique qui est bien particulière pour l'huile essentielle 100% naturel. Et donc, si on rajoute hein, le linalol, qui est un des ingrédients de l'huile essentielle, qui coûte vraiment rien, si on rajoute du linalol de synthèse, qui lui est racémique,
on retrouve les deux. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même distribution, et on met comme ça en évidence, on a le doute sur une possible adultération, modification du produit. Alors il y a d'autres techniques très visuelles qui sont utilisées, en particulier toujours dans la chromatographie, les chromatographies planaires, parce que ça démontre assez rapidement, sans ambiguïté, sur des mélanges très complexes, encore ce type de problématiques qui sont rencontrées. Vous voyez ici, un grand classique de la fraude, c'est l'ajout d'huile végétale dans une huile essentielle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'ilang-ilang, on connaît bien aussi, c'est un grand produit de la parfumerie qui est produit dans l'océan Indien. Donc là, c'est des filières qui ne sont pas simples à contrôler. Et donc, c'est sûr que c'est un produit qui coûte cher si je rajoute 20-30% d'huile végétale. L'huile végétale, c'est neutre, je ne le sens pas, ça ne coûte pas bien cher. Donc c'est juste la puissance olfactive qui est un petit peu diminuée, mais par contre, le gain qui est maximisé. Vous voyez qu'ici, très rapidement, finalement, dans cette étude, le plus difficile a été d'obtenir un produit 100% pur et naturel pour avoir une référence. C'est ce qui a été le plus compliqué. Après, développer la méthode n'a pas été très complexe. Mais on l'a évoqué aussi tout à l'heure, donc ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Dans certains cas, ces méthodes, je dirais très classiques du laboratoire de chimie, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les experts de la fraude arrivent à les contourner relativement facilement et à un prix acceptable. Et donc, il faut aller encore plus loin dans les outils. Et c'est vrai, comme ça a été présenté tout à l'heure, l'utilisation des isotopes stables permet, on a vu un certain nombre d'exemples sur la vanille, sur les poissons, permet de faire beaucoup de choses et permet de mettre en évidence de façon très fine des fraudes sur les matières premières. Mais en termes d'équipement, ça coûte cher. Développement un peu plus récent qui apporte une arme supplémentaire, c'est toutes ces techniques qu'on a vues, alors ces exemples ont été présentés tout à l'heure, finalement considérées comme des empreintes, utiliser la notion d'empreinte, c'est-à-dire faire un modèle avec X échantillons conformes, X non conformes, Y fraudés, et ça le faire N fois avec N très grand pour faire des analyses statistiques sur des empreintes digitales extrêmement complexes. L'intelligence artificielle, le big data, le data mining va apporter beaucoup dans ces sujets-là pour pouvoir mettre en évidence ces fraudes. Donc ça nécessite des équipements et ça nécessite du temps d'analyse très important pour pouvoir construire finalement des bases de données, et on va venir après projeter nos composés inconnus dans ces bases de données. Alors, deux exemples sur lesquels on a travaillé où les fraudes sont fréquentes. Marc l'a dit tout à l'heure, moi je fais mes activités de recherche à l'Université Côte d'Azur, on a des labos à Grasse, donc des produits emblématiques de cette région, la rose de Grasse, la célèbre Rosa centifolia, ou la violette de Tourette, donc encore plus localisé, tout petit, mais c'est quand même des ingrédients à 9 000, 10 000 euros le kilo dans certains cas. Avec d'autres origines, en particulier l'Égypte, l'Inde, le Maroc, la Bulgarie, qui ont des produits qui olfactivement sont très différents, mais d'origine proche et avec des possibilités de frauder. Et bien sûr, toutes les adultérations possibles. Alors l'avantage, vous voyez, de ces méthodes-là, c'est qu'elles permettent très facilement, de façon très visuelle, de développer des modèles pour mettre en évidence les fraudes. Alors, vous voyez qu'une fraude qui se pratiquait beaucoup, c'était de rajouter un autre extrait beaucoup moins cher, qui était un extrait d'épinard dans la violette. Alors la violette ne sent pas du tout la violette. La violette, ça sent le concombre. C'est vraiment la note fraîche. Et pas du tout la fleur de violette qu'on pourrait l'imaginer. Donc des outils analytiques qui ont beaucoup progressé, mais qui nécessitent des investissements importants, du savoir-faire important, parce que derrière, il faut des analystes, des gens qui maîtrisent ça. Et donc vous voyez que ça nécessite aussi des moyens pour contrebalancer sur les fraudes qui sont réalisées. Alors, rapidement aussi, les autres problèmes de contrefaçon, là on a parlé des matières premières, mais après il y a les produits finis, avec des choses qui sont très différentes. Je vous l'ai dit, on peut proposer une odeur similaire, si je ne donne pas d'association, pas de marque, j'ai le droit. Et donc, c'est un des fléaux de la parfumerie aujourd'hui qui explique pourquoi, des fois, ça manque un petit peu d'originalité, parce qu'il y a un parfum qui est tendance,
Bon, le marketing en parfumerie est important, hein, on a tellement matraqué de campagnes de pub qu'il marche, et donc plein d'autres marques qui ne veulent pas faire tout ce marketing font une odeur très très proche, voire très 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 proche, et la proposent parce qu'ils savent que ça plaît en ce moment. Par contre, on n'a pas le droit de vendre le même nom, le même packaging, mais on sait que ça existe. Donc on a évoqué ces circuits. Bon, c'est sûr que les circuits de distribution, les deuxièmes ventes en disant j'ai pas touché au produit, il est encore sous blister, alors que je sais très bien que c'est pas un vrai. Donc bon, les choses ont beaucoup évolué. Là, on est dans de la fraude. Et pas si simple. Il y a un certain nombre de pays limitrophes également. Alors, si on regarde l'analyse d'un parfum, vous voyez que c'est des mélanges plus ou moins complexes. Et c'est vrai que certains parfums peuvent se frauder beaucoup plus facilement que d'autres. Les problèmes sanitaires qu'on a évoqués sur les médicaments tout à l'heure ne sont pas là. C'est rare que la fraude du parfum puisse arriver à un problème de santé publique. Donc là, on est plutôt lié à une belle arnaque. On a acheté un produit un peu cher alors qu'il ne vaut rien. Mais on va voir qu'il y a quand même quelques mais à donner. Il y a des parfums qui peuvent effectivement se refaire relativement facilement. Aujourd'hui, les outils, vous voyez que ça, c'est une analyse d'un parfum. Qu'est-ce qu'on va faire pour refaire un parfum? Bon, on l'analyse et on va mettre en commun la performance de l'analyste et la performance du parfumeur. J'analyse le parfum, j'identifie toutes les matières premières, je connais leur quantité et je fais une première pesée. Le parfumeur va sentir cette recomposition, il va dire « Ah, non, tu rajoutes un petit peu de ci, tu rajoutes un peu de ça », et rapidement, les gens qui sont experts pour ça vont pouvoir vous refaire le parfum relativement facilement. Le mot « relativement » va être important. Alors, ça arrive à de vraies fraudes. Vous voyez que ça, c'est totalement illégal. Aujourd'hui, vous vendre un parfum avec un numéro bien connu à 5 €. Mais par contre, ça, vous voyez qu'il y a la correspondance. De dire que le 1, c'est le numéro, ça, par contre, c'est totalement illégal. Je mettrai le 1 et j'utiliserai un petit peu un vocabulaire olfactif qui laisserait penser que c'est ça. Je pourrais y arriver. Alors ça, on retrouve, nous, beaucoup... les touristes sont très souvent des cibles extrêmement faciles, mais on retrouve comme ça beaucoup de marchés dans les stations balnéaires, des stands avec des parfums, les fameux fonds de cuve de Grasse. Il y a toujours des choses qui sont fascinantes, où la personne vous dit « Oui, vous avez quoi comme parfum ?» Vous donnez votre nom de parfum, vous dites « Oui, il faut acheter le 14 ». Voilà, ça c'est totalement illégal, et c'est pas du tout le fond de cuve du fameux parfum en question qu'on n'a pas le droit de vendre, mais qu'on a récupéré et compagnie. Non, c'est une belle arnaque. Alors, comment lutter contre ces fraudes? Il y a plusieurs méthodes qui ont été mises en évidence. Alors, elles ne sont pas que chimiques. On verra qu'aujourd'hui, on peut tracer des packaging, on peut faire plein de choses. Mais en termes de parfums, il y a quand même des parfums qui sont plus difficiles que d'autres à frauder. En particulier ceux de nos grandes maisons. Tout simplement parce qu'ils arrivent à avoir des ingrédients qui ont une contribution olfactive, mais qui sont uniques et qui ne sont qu'en leur possession. C'est ce qu'on appelle la notion de captif. Je développe un parfum avec une molécule ou 2 molécules dedans qui a un vrai pouvoir olfactif, c'est-à-dire que si je l'enlève, le parfum n'a pas du tout la même odeur. Mais cette molécule, elle est originale, elle fait l'objet d'un brevet, et j'ai contractualisé avec la société qui me la vend une exclusivité. C'est-à-dire qu'ils ne vendent cette molécule qu'à moi. Et donc, forcément, ceux qui veulent frauder mon parfum, s'ils n'ont pas la matière première, ils vont être un peu plus en difficulté. C'est ce qui explique, et on s'en réjouit, le développement et la reprise d'activité des producteurs de plantes à parfum dans le sud-est de la France. Produire de la rose, du jasmin, de la tubéreuse, de l'iris dans notre pays, c'est pas simple d'un point de vue modèle économique. Par contre, je suis un leader du luxe, je contractualise pour 5 ans, 10 ans avec un agriculteur en lui disant « tu vas me produire de la rose de Grasse ou du jasmin de Grasse très haute qualité, et par contre tu ne le vends que à moi ». Et en même temps, je développe un process d'extraction qui fait que mon extrait de rose, il a quand même un petit tour de patte qui n'est que à moi parce que c'est moi qui l'ai développé. J'ai une matière première que les autres ne peuvent pas contourner.
et sans vouloir les citer, mais quand même il faut leur rendre hommage, mais contre-typer un Dior, un Chanel, c'est quand même quelque chose de plus difficile. Donc il y a quand même des solutions qui existent. Il y a les analyses ADN qu'on a évoquées. Hein. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont capables, parce que dans les ingrédients, il reste un petit peu des traces d'ADN, et qui sont capables, même dans les produits finis, de remonter. Mais là, c'est un petit peu différent. Vous voyez qu'il y a deux stratégies. Il y a celle qui permet de détecter. Mais par contre, elle ne met pas en alerte le consommateur. C'est que le produit, on sait que c'est une fraude parce qu'on l'a tracé, on a rajouté un traceur, donc on en parlera cet après-midi, mais si le produit, là, le consommateur n'est pas informé, il continue à l'acheter. Par contre, si, quand il sent son parfum, il voit que ce n'est pas le même, parce qu'il n'a pas du tout la même qualité, là, il ne va pas l'acheter. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi un travail à faire hein, sur l'éducation du consommateur. Hein, et ça, c'est difficile. La lutte, on l'a évoqué, elle est complexe, parce que ces circuits sont très bien organisés, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très malins. Donc, c'est un faisceau d'actions qui peuvent être réalisées. La chimie, il n'y a pas que la chimie qui apporte des solutions, hein, il y a d'autres solutions. Ça progresse, mais on voit, les circuits évoluent, les fraudeurs évoluent, donc ce petit jeu, il va durer encore très longtemps, et on pourrait en parler pendant des heures. Je vous remercie. Merci.